La nouvelle vient de tomber, Ratko Mladić s'est éteint en détention à l'âge de 84 ans. Ancien commandant en chef de l'armée des Serbes de Bosnie, il était devenu l'un des criminels de guerre les plus recherchés et les plus controversés de l'histoire européenne de l'après-guerre froide. Son nom restera à jamais lié aux heures les plus sombres du conflit en ex-Yougoslavie, et en particulier au massacre de Srebrenica. Retour sur un destin hors du commun, entre ascension militaire et chute judiciaire. Ratko Mladić voit le jour en 1943 dans un petit village de Bosnie, dans une région alors intégrée à la Yougoslavie occupée par les forces de l'Axe. Son père, partisan communiste combattant aux côtés de Tito, est tué au combat alors que Ratko n'est encore qu'un enfant. Ce deuil précoce forgera profondément la psychologie du futur général, qui grandira nourri du mythe de la résistance armée et du sacrifice pour la patrie. La guerre, pour lui, est presque une affaire de famille avant d'être une profession. Orphelin de père dans un contexte de guerre civile et d'occupation, le jeune Ratko grandit dans une Yougoslavie qui se reconstruit sous la main de fer du maréchal Tito. Il reçoit une éducation imprégnée des valeurs du socialisme yougoslave et d'un nationalisme serbe latent. Très tôt, il se distingue par une intelligence pratique et un caractère autoritaire qui lui vaudront l'attention de ses professeurs. L'armée apparaît naturellement comme la voie toute tracée pour ce fils de partisan. Après ses études secondaires, Ratko Mladić intègre l'Académie militaire de Belgrade, la formation d'élite de l'armée populaire yougoslave. Il y acquiert une solide formation tactique et stratégique, dans la tradition des armées soviétiques de l'époque. Il en sort officier, convaincu que la force militaire est le premier instrument de la politique. Cette formation façonnera durablement sa manière de concevoir la guerre, disciplinée, hiérarchique, impitoyable envers l'ennemi. Pendant les années 60, 70 et 80, Ratko Mladić gravit progressivement les échelons de l'armée populaire yougoslave, la JNA. Il commande successivement diverses unités et se construit une réputation de chef dur mais efficace, exigeant de ses hommes une discipline absolue. Il évolue dans une institution qui croit encore à l'unité yougoslave, mais où les tensions entre nationalités commencent sourdement à se faire sentir. Mladić navigue avec habileté dans ces eaux troubles, fidèle à l'appareil militaire tout en cultivant ses propres convictions. C'est la désintégration de la Yougoslavie au tournant des années 90 qui va offrir à Ratko Mladić la scène sur laquelle son destin va basculer. Lorsque la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance en 1991, la JNA est entraînée dans les premiers conflits. Mladić commande alors des forces dans la région de Knin, en Croatie, où il acquiert une expérience concrète du combat dans le contexte explosif de la fragmentation yougoslave. La violence interethnique qu'il observe et parfois orchestre le convainc que la guerre est inévitable. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare à son tour son indépendance, et la guerre éclate avec une brutalité foudroyante. Ratko Mladić est nommé commandant en chef de la toute nouvelle armée de la Republika Srpska, l'entité militaire des Serbes de Bosnie. Ce poste le place au cœur d'un conflit qui va durer plus de 3 ans et ensanglanter tout le pays. Il devient dès lors le bras armé de la politique de Radovan Karađić, président des Serbes de Bosnie et son supérieur politique direct. Dès le début du conflit, l'armée de Mladić met en place ce que les observateurs internationaux appelleront la purification ethnique. Des populations bosniaques et croates sont chassées de leur territoire, leurs villages incendiés, leurs habitants tués ou déplacés de force. Cette stratégie vise à créer des zones homogènes sur le plan ethnique pour justifier la création d'une Republika Srpska indépendante. Mladić supervise personnellement ces opérations, imposant à ses officiers une obéissance sans faille. Les rapports des organisations humanitaires qui affluent à l'époque décrivent des scènes d'une violence extrême. L'un des épisodes les plus meurtriers de cette guerre est le siège de Sarajevo, qui durera presque 4 ans, le siège le plus long d'une capitale dans l'histoire des conflits modernes. Les forces de Mladić encerclent la ville, coupant progressivement les civils de tout ravitaillement et les exposant aux tirs de snipers et aux bombardements d'artillerie. Des dizaines de milliers d'habitants vivent terrés dans leurs caves, des milliers d'entre eux périssent sous les obus. Mladić sera directement mis en cause pour avoir ordonné et maintenu ce siège dévastateur. Pendant le siège, Ratko Mladić apparaît régulièrement devant les caméras de la presse internationale, affichant une assurance presque provocatrice. Il accorde des entretiens, se présente comme un défenseur du peuple serbe face à des ennemis qui cherchent à l'annihiler. Cette présence médiatique est calculée, il cherche à légitimer son action aux yeux de l'opinion internationale tout en intimidant ses adversaires. Mais ces déclarations choquent souvent par leur brutalité assumée et leur mépris affiché pour les victimes civiles. Le nom de Ratko Mladić devient tristement célèbre dans le monde entier en juillet 1995, lors du massacre de Srebrenica. Cette ville de l'est de la Bosnie avait été déclarée zone de sécurité par les Nations Unies,
censés être protégés par des casques bleus néerlandais. Lorsque les forces serbes de Bosnie s'en emparent, Mladić est filmé se promenant dans les rues de la ville conquise, souriant, distribuant des bonbons aux enfants devant les caméras. Ces images, diffusées dans le monde entier, deviendront l'une des séquences les plus glaçantes du conflit. Dans les jours qui suivent la prise de Srebrenica, plus de 8000 hommes et garçons bosniaques sont systématiquement séparés des femmes et des enfants, puis exécutés et enterrés dans des fosses communes. Ce massacre sera qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que par de nombreuses juridictions nationales et instances internationales. C'est la pire atrocité commise sur le sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mladić sera reconnu comme le principal responsable militaire de cet acte. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, met Ratko Mladić en accusation dès 1995 pour crimes contre l'humanité, violation des lois de la guerre et génocide. Cet acte d'accusation fait de lui l'un des hommes les plus recherchés au monde. Mais à la fin du conflit en 1995, Mladić reste libre sur le sol serbe, bénéficiant de protections officieuses dans les milieux nationalistes et une partie de l'appareil d'État. Pendant près de 16 ans, Ratko Mladić échappe à la justice internationale. Il vit dans la clandestinité, se déplaçant entre différentes villes de Serbie, protégé par des réseaux de sympathisants et d'anciens militaires. La Serbie, sous pression internationale croissante, affirme officiellement le rechercher activement, mais les arrestations tardent. Cette période de fuite alimente un vif débat en Europe et dans les institutions internationales sur la volonté réelle de Belgrade de coopérer avec le tribunal de La Haye. Ces années de cavale sont aussi marquées par une dégradation progressive de la santé de Ratko Mladić. Il aurait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux, affaiblissant progressivement un homme qui avait été connu pour sa robustesse physique et son énergie débordante. Ceux qui l'ont croisé pendant cette période décrivent un homme vieilli, diminué, mais toujours convaincu du bien fondé de ses actes. Il ne manifestera publiquement aucun remords pour les crimes qui lui sont reprochés. C'est en mai 2011 que Ratko Mladić est finalement arrêté, dans un village au nord de Belgrade, chez un cousin éloigné. Son arrestation intervient dans un contexte de rapprochement entre la Serbie et l'Union européenne, Bruxelles ayant conditionné l'avancée du processus d'adhésion à la coopération judiciaire pleine et entière avec le tribunal de La Haye. Les images de son arrestation font le tour du monde, un vieil homme amaigri, en casquette, bien loin du général puissant et arrogant des années 90. Il est rapidement transféré aux Pays-Bas. Le procès de Ratko Mladić s'ouvre à La Haye en 2012, devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les charges retenues contre lui sont parmi les plus graves que le droit international puisse instruire: génocide, extermination, persécution, déportation, actes inhumains, attaques contre des civils. Le procès s'annonce comme l'un des plus complexes et des plus lourds de l'histoire de la justice pénale internationale, avec des milliers de pièces à conviction et des centaines de témoins. Dès les premières audiences, Ratko Mladić affiche une attitude provocatrice et méprisante. Il fait des gestes menaçants en direction des familles de victimes présentes dans la salle, refuse de reconnaître la légitimité du tribunal et multiplie les incidents. Le juge préside des audiences souvent tendues, et Mladić sera à plusieurs reprises expulsé de la salle d'audience pour comportement perturbateur. Cette attitude confirme, pour ses accusateurs, l'absence totale de regret ou de reconnaissance de ses crimes. Le témoignage des survivants de Srebrenica constitue le cœur émotionnel du procès. Des femmes qui ont perdu leur mari, leur fils, leur père prennent la parole devant la cour pour décrire les événements de juillet 1995. Les preuves matérielles s'accumulent, des analyses ADN ont permis d'identifier les dépouilles retrouvées dans des dizaines de fosses communes à travers l'est de la Bosnie. Chaque nom prononcé, chaque identification rendue, représente une famille à qui l'on a rendu un fragment de vérité. Parallèlement au crime de Srebrenica, le procès examine en détail les responsabilités de Mladić dans le siège de Sarajevo. Des témoins militaires, des journalistes présents pendant le siège et des experts en balistique viennent tour à tour documenter la chaîne de commandement qui a conduit au bombardement de civils et aux tirs de snipers. La défense tente de minimiser le rôle direct de Mladić dans les ordres donnés, mais les enregistrements de ses propres communications téléphoniques et radiophoniques s'avèrent accablants. Le procès dure plusieurs années, entrecoupé d'interruptions liées à l'état de santé de l'accusé, dont la santé reste fragile tout au long des audiences. Mladić comparaît parfois affaibli, soutenu par ses avocats, mais il ne perd jamais cette aura d'arrogance qui a caractérisé toute sa vie publique. Ses avocats plaident que leur client n'a fait que défendre son peuple et obéir aux nécessités de la guerre, un argument que les procureurs démontent méthodiquement preuve à l'appui. En novembre 2017,
le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend son verdict. Ratko Mladić est reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de violation des lois et coutumes de la guerre. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le président du tribunal lit le verdict pendant de longues heures, détaillant point par point les crimes établis. Dans la salle, les familles de victimes écoutent en silence, certaines les yeux fermés, d'autres en pleurs. La condamnation de Ratko Mladić provoque des réactions contrastées à travers le monde. Les représentants des survivants et des victimes saluent une décision historique qui reconnaît officiellement le génocide de Srebrenica et la responsabilité de son architecte militaire. En Serbie, les réactions sont plus ambiguës. Si les autorités officielles acceptent la décision, une partie de l'opinion publique continue de voir en Mladić un défenseur du peuple serbe, une perception entretenue depuis des décennies par un certain discours nationaliste. Mladić fait appel de sa condamnation, et en 2021, le mécanisme international pour les tribunaux pénaux confirme en appel sa culpabilité pour génocide et la condamnation à perpétuité. Cette confirmation définitive clôt la procédure judiciaire principale. Il devient ainsi l'un des très rares chefs militaires condamnés pour génocide dans l'histoire de la justice pénale internationale depuis les procès de Nuremberg. Cette décision renforce le précédent judiciaire établi par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. La question de Srebrenica et de la responsabilité de Mladić reste profondément douloureuse pour les Balkans et pour l'Europe entière. Chaque année, le 11 juillet, des milliers de personnes se rassemblent au mémorial de Pothohari pour commémorer les victimes du massacre. Des cercueils sont encore régulièrement inhumés, au fur et à mesure que les identifications ADN progressent. Ce travail de mémoire et d'identification, toujours en cours, rappelle que les conséquences du génocide continuent de peser sur des milliers de familles. Incarcéré dans l'unité pénitentiaire des Nations Unies à Scheveningen, aux Pays-Bas, Ratko Mladić purge sa peine dans des conditions conformes aux standards internationaux, malgré une santé de plus en plus déclinante. Son état de santé est régulièrement évoqué par sa défense, qui demande à plusieurs reprises des aménagements ou des libérations pour raisons médicales, sans succès. Il reste derrière les barreaux, loin de la Serbie et de la famille qui lui est restée loyale, notamment son fils. Au-delà du cas individuel de Ratko Mladić, son procès a contribué à forger et à consolider des principes fondamentaux du droit international humanitaire. L'affirmation que les chefs militaires sont pénalement responsables des crimes commis par leurs subordonnés lorsqu'ils avaient connaissance de ces crimes ou auraient dû en avoir connaissance constitue l'un des apports majeurs de la jurisprudence du tribunal. Cette responsabilité du commandement est aujourd'hui un pilier du droit pénal international, repris par la Cour pénale internationale. Pour les peuples de l'ex-Yougoslavie, et en particulier pour les Bosniaques, la vie et le procès de Ratko Mladić restent une blessure ouverte. La réconciliation entre les communautés de la région est un processus lent et douloureux, compliqué par les discours négationnistes qui persistent dans certains milieux politiques. Les associations de victimes continuent de se battre pour que les crimes soient reconnus, que les responsables soient nommés et que la mémoire des morts soit transmise aux générations suivantes. L'histoire retiendra de Ratko Mladić l'image d'un officier brillant qui a mis ses compétences militaires au service d'un projet criminel. Né dans la guerre, formé par une armée qui disparut avec le pays qu'elle était censée défendre, il choisit la voie de la violence ethnique là où d'autres cherchaient des compromis. Sa trajectoire illustre comment des hommes ordinaires, issus de systèmes militaires ordinaires, peuvent devenir les instruments de crimes extraordinaires. Ce n'est pas une leçon abstraite, c'est une réalité que l'Europe a vécue dans ses propres frontières. Ratko Mladić nous a quittés en détention à l'âge de 84 ans, condamné à la réclusion à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. Il s'en va sans avoir exprimé le moindre regret public pour les dizaines de milliers de victimes de ces ordres. Pour les survivants de Srebrenica et leurs familles, sa mort en captivité représente une forme de justice minimale, loin de combler l'abîme laissé par les crimes du passé. Son nom demeurera inscrit dans les mémoires non comme celui d'un héros, mais comme celui d'un homme jugé et condamné pour génocide par la justice internationale.